Bonjour, vous êtes sur le podcast Histoire de devenir moi et vous écoutez le témoignage d'Isabelle, chapitre 5. Très bonne écoute. Au-delà d'aller explorer, de te balader dans des rues, de manger des choses, t'as envie de découvrir cette culture d'origine, comme tu dis, d'une certaine façon, ou juste tu veux déambuler? Parce qu'il y a certains trucs pendant ces 2 semaines que tu veux faire particulièrement? Ouais, des temples bouddhistes. Ouais. Il y a quand même quelque chose... en fait, je réalise à quel point toutes les approches de développement personnel, enfin, pas toutes, parce que je les connais pas toutes, mais en tout cas, beaucoup, finalement, qu'on développe ici en Occident, en fait, sont vraiment issus de la philosophie bouddhiste. Et ça, je trouve ça fou. Et j'ai envie d'aller explorer ces sources-là. Mais tu pourrais me le dire sans que tu vas me dire, bah oui, mais il y a plein de gens qui font ça sans être coréens, enfin, sans avoir d'origine asiatique. Mais il y a une espèce d'évidence dans ce que je lis, ou de ce que j'entends, de ce que je vois sur des pratiques bouddhistes. Et encore, il y a plein de bouddhismes différents, et que je suis pas du tout bouddhiste au sens... je suis ultra néophyte, mais des choses qui me semblent évidentes, que je vois décrites dans des livres, où ils t'expliquent les choses, ils essayent de te convaincre de trucs qui me semblent, mais vraiment évidents. Et que j'ai toujours ressenti, très profondément. Et après, que j'arrive plus ou moins à mettre en place, on est d'accord, mais qui me semble vraiment... Ouais, j'ai pas d'autre mot que évident comme chemin, quoi. Et forcément, c'est ça la voie à suivre, quoi. Comme quoi, par exemple? Mais le fait de se débarrasser de la souffrance, que l'objectif d'une démarche bouddhiste, c'est ça. C'est vraiment ça, se libérer de la souffrance. Après, il te propose plusieurs options et plusieurs approches, et les modalités qu'il propose pour se libérer de cette souffrance, et la façon dont ils conçoivent la construction de nos souffrances, je suis complètement d'accord. Et je comprends aussi qu'on puisse ne pas l'être, et ne pas le concevoir comme ça. Et de pas vouloir faire ça pour se libérer de sa souffrance, et même de considérer que c'est pas ça du tout le but ultime d'une vie. On a le droit de pas être d'accord. Mais moi, ça me parle complet. Ouais. Et dans cette recherche spirituelle, du coup, t'as identifié des temples en particulier ou des gens en particulier? Enfin, comment on se connecte? Comment tu te connectes à cette part spirituelle ou bouddhiste en Corée? Ah, j'en sais rien, non, juste aller voir des temples. Enfin, tu vois, là, quand on était en Thaïlande, moi, ça m'allait juste d'aller voir des temples et de m'asseoir et de me poser là et de regarder les gens dans leur dévotion, de regarder ces statues, et puis de réaliser à quel point nous, en Occident et dans nos pays catholiques, la figure, c'est celle du Christ, d'un corps décharné, clouté sur une croix, c'est d'une violence, comme figure d'inspiration vers le bonheur. Non, mais tu te dis, mais c'est ultra trash. D'où on vient pour que ça soit ça qui nous permette de développer l'amour au sein des communautés humaines, le respect. Nous, on a eu besoin de ça. Et eux, en Asie, ils ont un gars assis en tailleur qui sourit avec Hugues, quoi. Enfin, tu vois. Et là, tu fais, mais ouais, mais moi, ça me parle, ça, cette approche-là. Moi, j'adore les ambiances dans les églises, mais c'est quand même très froid. Et ce corps-là, clouté, ensanglanté, et tu te dis, mais il a fallu qu'on en passe par là pour développer la foi et la bonté et l'amour mutuel. Bah ouais, je comprends pourquoi ça me parle pas, quoi.
Tu te vois, toi, prendre la nationalité coréenne aujourd'hui, comme tu en as le droit en tant que enfant adopté né en Corée? Bah ouais. Non, mais après, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille habiter là-bas et tout ça, quoi. Après, je sais pas dans quelle mesure je me vois et tu vois, si la motivation elle est complètement gadget. Toi, quand on me dirait, comme on me dirait, tu pourrais avoir la nationalité angolaise si tu veux. C'est marrant. Enfin. Ouais, et je pense qu'il y a de ça quand même, un peu. Ouais, une motivation un peu gadget. Et en même temps. Bah, je me dis, bah ouais, en fait, peut-être c'est pas déconnant. Peut-être si j'ai une part de ma vie qui me reste à vivre, qui va se passer là-bas, d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me retrouver à faire des choses là-bas. Et ce qui est hyper drôle dans toutes ces histoires de coïncidences, c'est que donc cette amie, la seule personne que je connais en France qui est complètement bilingue franco-coréen, début septembre, accepte un poste en Corée, donc à Séoul, pendant 4 mois de prof en Corée. Et donc il se trouve que quand je vais y aller, j'aurai eu possiblement accès à une traductrice franco-coréenne, et que cette personne-là est une personne avec qui on a initié l'écriture d'un spectacle l'année dernière, qui avance un peu péniblement parce que la 3e personne est tombée enceinte et que voilà. Mais que donc, elle le dossier qu'on est en train de monter, on essaye de le balancer en France. Je crois que comme on n'est pas très forte, on n'a pas de réseau, tu vois, sur la production artistique, ça avance pas des masses. Mais comme elle est à Séoul, et que c'est une production franco-coréenne, parce que en fait, les 3 autrices que nous sommes, il y en a 2 coréennes, et moi, qui jusque-là s'autorisais pas trop à dire qu'elle était coréenne, mais bon, elle va essayer de chercher des soutiens prod en Corée. Donc ça se trouve, et je me dis, mais cette pièce qu'on est en train d'écrire, on va la réaliser en Corée, en fait, avant de la réaliser en France. Donc ça, c'est un délire et un désir un peu fou, quoi. Mais qui jusqu'ici, même si ça fait 1 an et demi que je travaille avec elle et qu'elles sont coréennes, on se projetait pas. Enfin, moi, je me projetais pas du tout là-bas, et là, je me dis, peut-être que ça peut être un vecteur, une première opportunité, ou peut-être pas du tout. Comme souvent pour plein de choses, je me fourvoie sur un détail, mais en fait, la vision, elle est là, et ça va se faire de façon complètement différente. Mais je sens ça maintenant, que j'avais jamais senti avant de ma vie, quoi. Qu'il y a quelque chose qui va se passer là-bas, et que, même sans avoir la nationalité coréenne, en tout cas, sans doute j'ai des choses à y faire. Du coup, j'ai envie de te proposer une lecture qui est aussi un chouïa poétique, très libre d'association à l'emporte-pièce. Et du coup, j'ai la curiosité de te faire rebondir dessus. Ça te parle pas. Mais j'ai entendu comme un alignement, une ressemblance entre la pression sociale que ta mère biologique, pourrait t'avoir subie, puisque tu as fait un enfant avec un homme sans être marié, ou en tout cas trop tôt, ou qui ne correspond pas au schéma en Corée. Cette pression-là t'interdit, t'oblige, et tu t'y soumets. Et j'ai entendu la même chose quand tu as dit, toi, tu reconnais qu'aujourd'hui, être devenue mère était une soumission à la pression sociale. Mais dans les 2 cas, dans votre chemin, la pression sociale, ce qu'est la norme, vous a obligé. Ah, mais c'est beau, là, tu vois, ces parallèles-là, j'y avais jamais pensé. Et du coup, je me dis que, en acceptant, finalement, d'être mère, c'est comme si et de jouer le rôle pleinement, et de mettre un peu la pression pour que le jouer de la plus belle partition possible sur ce qui, au départ, me semblait être une contrainte. C'est comme si, là, je me l'interprète maintenant, à l'aune de ce que tu viens d'exposer, du parallèle que tu fais, comme une résolution que je propose, que j'aurais proposé à ma mère biologique. Sous la pression sociale, tu abandonnes un enfant, peut-être que tu aurais voulu garder. Sous la pression sociale, j'accepte de faire un enfant que je lui donne. En tout cas, que je remets dans le cercle de la vie, et de la façon la plus épanouie possible, quoi. Libérée d'un max de contraintes.
En fait, je pense que ça a été une clé importante de l'éducation que j'ai donnée à mon fils, qu'il soit le plus libre possible. Et je m'en suis rendu compte sur un petit détail pratique, c'est qu'on a essayé d'organiser un anniversaire surprise pour ses 18 ans, avec ses copains, et que je n'avais aucun argument pour le forcer à revenir à la maison ce week-end-là. Et donc ses potes, ils me disaient, t'as qu'à dire, je sais pas, vous avez une réunion de famille, il faut qu'ils reviennent. Bon, je dis, on n'a plus de famille, donc déjà, ça s'est réglé. Mais en fait, je lui impose tellement jamais de contraintes, ou encore d'obligations extérieures qui ne sont pas censées, enfin, tu vois, que, j'avais rien à dire. On n'a pas réussi j'ai pas réussi à trouver un truc pour qu'il revienne de façon autoritaire à la maison et pour qu'on soit sûr qu'il soit là pour son anniversaire. Et je faisais le tour et j'en discutais avec mon petit chéri, avec ma sœur, et ma sœur, pareil, elle disait, non, moi j'ai pas d'idée. Et puis tout ça, il le dégommerait parce qu'il verrait bien que ça n'a pas de sens. Donc je peux même pas lui dire, viens m'aider à faire des travaux, viens m'aider à faire des courses, viens m'aider à déménager. Enfin, parce qu'en fait, lui, il fait que des trucs qui ont du sens pour lui, quoi. Ça veut pas dire qu'il veut pas rendre service. Mais il trouverait ça complètement délirant de le faire venir, de faire 3 heures de transport pour l'aider à monter un meuble, ou aller faire des courses, ou faire du jardinage, quoi. C'est quelque chose qui... Enfin... Et moi, j'ai pas l'autorité sur lui. Et j'ai jamais eu cette autorité-là. De dire, non, mais en fait, tu discutes pas, tu fais. Et du coup, il fait. Non, il fait pas, quoi. Donc, ouais. Du coup, pas d'anniversaire surprise? Si, parce que ils ont réussi. En fait, non. Et trop fou, c'est que c'est lui qui a dit, ouais, en fait, je vais revenir ce week-end, peut-être qu'on pourrait faire un anniv. Donc avec ses potes, il propose ça à ses potes. Donc ses potes trop mal, il me renvoie un texto. En fait, il veut faire son anniv et tout. Comment on fait pour la surprise? En fait, c'est lui qui s'est fait son anniv, quoi. Bon, on a réussi à faire une surprise parce que finalement, ils ont été beaucoup plus nombreux et dans des conditions qu'il n'imaginait pas. Mais non, en fait, il a fait advenir. C'était fluide. C'était hyper fluide. Et j'ai envie de rebondir et de te proposer un truc qui est un petit peu grattant. Tes parents t'ont posé un mythe et t'as fait un chemin pour démystifier et ramener à ton réel à toi. Là, t'as mis en mots le mythe, ou en tout cas l'histoire dans laquelle t'as fait grandir ton fils. Et dans lequel il est aux prises, puisque il est dans ton témoignage parce qu'il, sans être là, tu vois. Est-ce que tu te prépares ou tu imagines sa déconstruction du mythe et comment tu vas te faire bazooker, tu vois, en disant, et alors je sais pas quelle horreur ou quelle déconstruction il te fera passer, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu... bien sûr, ça j'envisage, bien sûr que ça fait des années que j'envisage ces cures psychanalytiques. Bon, d'ici là, on aura encore inventé 10 000 approches alternatives de dev perso. Et je sais que tous les enfants ont des choses à reprocher à leurs parents. Et on en discute même entre nous. Enfin, il sait, aux prises dans lesquelles il est avec moi, il sait le poids de la vie que j'ai à quel point mon avis compte pour lui. Il sait qu'il doit s'en émanciper. Il sait que c'est génial et qu'en même temps, c'est une prison pour lui. Et c'est marrant d'avoir cette position méta ensemble aussi. De pouvoir nous-mêmes en rire et en discuter. Et il sait que lui-même, il va se faire son chemin. Et qui, je sais, moi, qui m'en voudra pour des trucs et qui m'en veut déjà. Et... Peut-être la différence, du coup, c'est on emprisonne toujours l'autre, et notamment sa descendance, dans un mythe, comme nous, on a été emprisonnés. Peut-être la différence que moi, je perçois, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des générations où on se parle. Là où toi, il y a beaucoup de non-dits dans ton témoignage de tes parents, il y a beaucoup d'interdits et de non-dits que tu as peut-être pas avec ton fils. Je pense que la grosse différence, c'est que lui va aussi se prendre... Bien sûr, il va se prendre ses grosses claques, et moi, la bulle, quand même, dans laquelle il a grandi... elle va aussi se confronter à la réalité, et donc il va pas du tout se faire un chemin de vie sans égratignure, carrément pas. Mais au moins, entre nous, tout est dissible, clairement.
Et ça, c'est hyper important. Parce que dans ma relation avec mes parents, il y avait beaucoup d'autorité. Et surtout, comme tu disais, des choses qu'on ne pouvait pas dire. Et des sujets sur lesquels... le jugement était tellement fort que non, on savait que c'était condamné complètement. Et qui ne pouvait pas être un guide pour nous dans notre propre recherche sur nos erreurs, sur nos difficultés, parce qu'elles étaient condamnées et jugées, quoi. Et ça, en tout cas, ce que j'ai vraiment envie de préserver au mieux possible, c'est de continuer, même si je suis pas d'accord avec ses choix et que de ce qu'il vient et ce qu'il fait, mais que la porte pour lui restera toujours ouverte sur la possibilité d'en discuter. Et que oui, mon enjeu, c'est de continuer de l'accueillir avec le moins de jugement possible, même si, et de pouvoir en tout cas me les garder pour moi et de rester souple et fluide par rapport à ce qu'il est et ce qu'il va devenir, en sachant que moi je vais vieillir et forcément, ou peut-être pas forcément d'ailleurs, mais la vieillesse fait qu'on se rigidifie. Moi, mon vœu, c'est de rester souple, vieille et toujours ouverte et accueillante pour lui et pour tous les autres. Enfin, pas les autres enfants, mais aussi. Enfin, ouais, et pas être une vieille croûte qui trouve que tous les jeunes, c'est des cons. Et voilà, et de garder cette curiosité. On verra, mais si t'as envie de m'envoyer des messages vocaux pendant ton voyage et qu'on se voit après... Enfin, tu vois, moi, je t'ai déjà fait cette invitation, tu sais dans quoi tu mets les pieds avec ce podcast, mais je la refais officiellement, tu verras, et je serai super heureux, inspiré et privilégié d'entendre la suite. Eh ben, ok. Si c'est fluide pour toi. Ah oui, on sait que c'est la condition. Oui, j'ai entendu. Est-ce que t'as un mot de la fin qui te vient particulier ? Non, parce que c'est que le début. Là, Guillaume, on a ouvert la porte sur les 50 prochaines années, donc c'est comme ça que je le ressens. Tu vois, ça y est, mon fils, il est installé. Ça veut dire quoi ? Et que ma première mission d'élu... de faire advenir les conditions pour que mon fils prenne une partie de son indépendance de façon heureuse et pleine d'élan, ça c'est fait. Ce qui me libère plein d'espaces disponibles en fait, de manière très concrète et matérielle. Et donc je peux m'attaquer à une deuxième grosse mission métaphysique, existentielle. Et donc c'est que le début. Donc mon mot de la fin, c'est le début.